Alors bonjour à tous, donc nous allons faire une série de 2 vidéos sur le chapitre 7.2 correspondant à la partie 7, système immunitaire et défense de l'organisme. Donc le chapitre 7.2 va traiter des acteurs de l'immunité. Alors tout d'abord pour commencer, on va parler des capacités exigibles au baccalauréat. Vous devez être capable de distinguer la notion de soi et de non-soi à partir de résultats expérimentaux. On verra l'analyse d'expériences de greffe de peau. Vous êtes capable d'identifier et localiser les principaux marqueurs du soi. On verra qu'il y en a 2 grandes catégories. Définir les notions d'antigène et d'épitope et de distinguer justement ces 2 notions. Localiser les organes lymphoïdes primaires et les organes lymphoïdes secondaires et donner le rôle de chacun. Et enfin, à partir de schémas ou de photos de microscopie optique, vous devez être capable d'identifier les éléments figurés du sang. Alors, vous devez déjà savoir que le système immunitaire assure la défense de l'organisme, donc grâce, on verra, à des molécules et à des cellules, et préserve son identité et son intégrité surtout. Donc selon l'agression qui va avoir lieu, votre organisme est capable d'adapter sa défense grâce à 2 types d'immunité que l'on verra dans le chapitre 7.3. Alors sur cette roue, qui est partagée en 3 parties, la première partie, ici, on voit la partie des molécules qui appartiennent au soi. Juste à côté, on voit qu'il y en a 3. Il y a le CMH1, CMH2 et AGM, qui veut dire antigène moléculaire, on verra, ce sont les antigènes de surface. Donc on voit qu'il y a différentes molécules qui appartiennent au soi, donc des marqueurs du soi, selon les cellules qui les portent. Le CMH de classe 1, on les verra justement dans la suite du cours, sont portés par des cellules, toutes les cellules qui nous appartiennent, donc toutes les cellules de notre organisme. Ensuite, le CMH de classe 2 est plutôt porté par les cellules du système immunitaire, donc la lymphocyte T, lymphocyte B, granulocytes, macrophages. On verra le rôle d'ailleurs de chacun. Et enfin, les antigènes moléculaires sont plutôt les agglutinogènes, sont les antigènes de surface qui sont caractéristiques, sont présents sur la surface de nos hématies. Donc là, ce sont les marqueurs du soi. Ensuite, on a des marqueurs du soi modifiés. Donc ce sont des cellules qui nous appartiennent, mais qui ont été modifiées. Donc là, c'est une cellule cancéreuse, donc qui a été formée suite à une mutation au niveau du génome. Et dans l'autre partie de la roue, on a les molécules du non-soi qui sont exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur du corps, mais certains sont pathogènes, d'autres sont non pathogènes. Donc les pathogènes, on a les virus, les hématozoaires, les streptocoques, donc les bactéries, certaines toxines bactériennes, des champignons microscopiques. D'autres molécules du non-soi, cette fois-ci non pathogènes, donc qui viennent toujours de l'extérieur, c'est les grains de pollen, des cellules du greffon et aussi des hématies étrangères. Alors justement, votre organisme est capable de faire la différence et donc votre système immunitaire est capable de faire la différence entre ce qui vous appartient, donc les constituants de votre propre organisme, c'est ce qu'on appelle le soi, et les éléments qui ne vous appartiennent pas, donc les éléments étrangers qui appartiennent au non-soi. Donc ces notions de soi et non-soi, c'est très important, primordial à comprendre pour être à l'aise dans les chapitres sur l'immunité. J'ai remis donc cette roue qui nous donne ces 3 catégories, soi, non-soi et soi modifié, pour justement aborder la première partie de ce chapitre. Et donc cette première vidéo va être sur la notion du soi et du non-soi. Alors pour distinguer le soi et le non-soi, il faut savoir déjà à quoi correspondent ces 2 notions. Le soi, donc ça c'est une définition si vous voulez, c'est l'ensemble des structures moléculaires, sous-entendu molécules et cellules, qui résultent de l'expression des gènes de l'organisme, donc de vos gènes. Par contre, le non-soi, il est constitué de toutes les structures moléculaires, molécules ou cellules étrangères à votre organisme et qui ne résultent pas de l'expression de vos gènes. Donc, toute molécule et toute cellule qui ne sont pas exprimées par vos gènes, ça fait partie donc des antigènes. On peut mettre en évidence cette distinction entre le soi et le non-soi à partir d'une expérience de greffe. On va voir ici l'expérience de peau. Donc pour comprendre cette expérience de greffe de peau, on a donc ici un individu qui est donneur, c'est l'individu A, ici en rouge. Il y a un prélèvement d'un morceau de peau au niveau de la cuisse qu'on va appeler le greffon. Cet individu A va greffer ce morceau de peau prélevé à la cuisse sur son bras. Donc c'est le même individu qui reçoit le greffon. Dans ce cas-là, l'individu A accepte le greffon. Il y a donc histocompatibilité entre les deux. Donc
l'individu A reconnaît ce greffon comme étant du soi. Donc la greffe réussit. Et quand la greffe est faite entre un individu et le même individu, on parle d'autogreffe. Donc on se greffe soi-même. Autre situation, cette fois-ci, le greffon est greffé sur un autre individu de la même espèce, ici en jaune. Cette fois-ci, le greffon va nécroser, donc les cellules vont mourir, puisqu'il y a une histo-incompatibilité entre le greffon et les cellules de l'individu B. Donc l'individu B reconnaît les cellules du greffon comme étant du non-soi, la greffe est rejetée, et lorsqu'il y a une greffe entre deux individus différents d'une même espèce, on parle d'allogreffe. Donc la réussite d'une greffe dépend de la provenance du greffon, c'est-à-dire le tissu, l'organe greffé. Donc une autogreffe, le greffon provient de l'individu greffé, donc le donneur est égal au receveur. La greffe est toujours acceptée. Dans le cas d'une allogreffe, le greffon provient d'un individu différent, mais de la même espèce. Dans ce cas-là, la greffe est rejetée si le receveur n'a pas reçu de traitement anti-rejet au préalable. Ce rejet de greffe résulte de l'activité du système immunitaire. Donc dans la situation où l'individu B rejette la greffe, le système immunitaire de l'individu B s'est mis en route pour détruire les cellules de l'individu A. On va maintenant s'intéresser aux marqueurs du soi. Donc dès la vie fétale, vous êtes capable de reconnaître ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, grâce à des molécules qui sont en surface de vos cellules, ce qu'on appelle des marqueurs du soi. Et ces marqueurs vont être spécifiques de chaque individu. C'est un peu votre carte d'identité moléculaire. Ces marqueurs, donc, il y en a deux groupes, selon les cellules qui vont les porter. Le premier groupe est porté par des cellules anucléées, A absence de, nucléé qui vient de nucléo-noyau, donc des cellules qui n'ont pas de noyau. Les seules que vous devez connaître parfaitement, ce sont les érythrocytes, qu'on appelle également des globules rouges, et des hématies. Ces globules rouges possèdent à leur surface de leur membrane des marqueurs du soi à l'origine des groupes sanguins du système ABO. Alors ces marqueurs, si on veut leur donner un nom bien plus précis, ce sont des agglutinogènes. Ils sont reconnus comme étant du non-soi pour les individus qui n'ont pas le même groupe sanguin. Il est donc très important, avant de faire une transfusion sanguine, d'identifier et de connaître la compatibilité entre le donneur et le receveur. Dans le document 2, vous avez donc la nature des antigènes de surface des hématies selon le groupe sanguin. Donc en bleu foncé, vous avez donc les 4 groupes sanguins possibles, groupe A, groupe B, groupe AB ou groupe O. Et en dessous, vous avez le dessin, le schéma d'un globule rouge avec sa forme caractéristique ici biconcave. Et vous avez en surface les marqueurs, les agglutinogènes. Une personne de groupe A possède à la surface de ces globules rouges uniquement des antigènes A, qui sont dessinés ici par des extrémités arrondies. Une personne de groupe B possède uniquement des antigènes B avec leur extrémité ici, ils ont une forme conique. Une personne de groupe AB possède des antigènes A et des antigènes B, ou des agglutinogènes A et B, alors qu'une personne de groupe O ne possède aucun antigène de surface. Donc grâce à ça, on peut établir des règles de compatibilité pour les transfusions de globules rouges, donc par rapport aux antigènes érythrocytaires. On a ici une personne de groupe O qui peut recevoir du groupe O, une personne de groupe A peut recevoir du sang de groupe A, et ainsi de suite. On voit ici que la personne de groupe O peut donner son sang à toutes les personnes, quel que soit son groupe. On dit que c'est un donneur universel. Et on voit ici que le groupe AB peut recevoir du sang de n'importe quel groupe. On dit que le groupe AB est receveur universel. Si on tient compte cette fois-ci des plasmas, le plasma d'un patient possède les anticorps qui ne sont pas complémentaires, si je peux appeler ça comme ça, des antigènes de surface. C'est-à-dire qu'une personne qui a des antigènes A possède des anticorps anti-B. C'est-à-dire que les anticorps présents dans le plasma ne peuvent pas reconnaître les antigènes de ces globules rouges. Une personne de groupe B possède des anticorps anti-A. Une personne de groupe AB ne possède pas d'anticorps et une personne de groupe O possède des anticorps anti-A et anti-B. C'est pour ça que quand on tient compte cette fois-ci du plasma, on a la règle qui est inversée, c'est-à-dire que AB c'est le donneur universel de plasma puisqu'il ne possède pas d'anticorps, et le groupe O
en fait, est le donneur universel de plasma, puisqu'en fait, il ne possède pas d'antigène de surface. Donc, même s'il reçoit des anticorps anti-A ou anti-B, en fait, il n'y a pas de réaction d'agglutination et donc destruction des globules rouges. Alors, l'autre catégorie de marqueurs du soi est portée par des cellules nucléées, donc qui possèdent un noyau. Ce sont des molécules qui sont de nature glycoprotéique, c'est-à-dire une protéine sur laquelle est fixé un motif glucidique, donc des sucres, qui représentent les antigènes leucocytaires humains, donc présents à la surface des leucocytes, donc des globules blancs humains. Ces molécules qu'on demande de connaître, ce sont des protéines de CMH, on en a parlé tout à l'heure quand on a parlé du soi, CMH qui signifie complexe majeur d'histocompatibilité. Donc sur le document 3, vous avez ici, ces gènes sont portés par le chromosome 6. On a zoomé sur le locus ici en violet et on voit qu'il y a des gènes qui correspondent aux gènes du CMH classe 1 et là des CMH de classe 2. Et en fait, on sait qu'un individu possède une combinaison unique d'allèles des gènes de CMH. Seuls les vrais jumeaux, donc les jumeaux homozygotes, contiennent les mêmes allèles. Sur le document 4, vous avez la structure détaillée des deux classes de molécules de CMH. Donc là, c'est à titre indicatif. Le CMH classe 1 est fait de deux chaînes. On a une grande chaîne avec trois domaines alpha 1, alpha 2, alpha 3 avec des ponts disulfures ici. Et une toute petite chaîne ici, la bêta 2M. Alors que si on regarde la structure d'une molécule de CMH classe 2, on voit qu'on a deux chaînes équivalentes avec la même longueur. Et on a ici alpha 1, alpha 2 et bêta 1, bêta 2 également avec des ponts disulfures pour stabiliser les domaines. Alors, il existe donc deux classes de protéines de CMH, donc ça c'est important de le savoir. Donc la structure n'est pas à connaître, par contre vous devez savoir où se situent les deux catégories, les deux classes de CMH. Les protéines de classe 1, donc CMH1, sont présentes chez toutes vos cellules, à la surface de toutes vos cellules nucléées, qui possèdent un noyau. Par contre, les protéines de classe 2, CMH classe 2, sont présentes uniquement sur les cellules immunitaires, et en particulier les monocytes, les macrophages et certains lymphocytes. Alors ces protéines sont appelées antigènes d'histocompatibilité puisque c'est eux qui sont responsables justement des rejets de greffe entre deux individus dans un délai de 7 à 10 jours après la greffe. Ces molécules conditionnent la survie des organes transplantés ou greffés. Alors qu'est-ce qu'un antigène et qu'est-ce qu'un épitope? Ce sont souvent deux notions qui sont confondues. Donc vous avez un schéma ici. L'antigène, c'est la particule complète, c'est-à-dire la molécule qui ne vous appartient pas. Les épitopes, ce sont des parties de l'antigène, ici, qui sont en surface. Là, on a montré que cet antigène possède trois épitopes différents, un rectangulaire, un sphérique et un conique. Maintenant, à quoi servent les épitopes, c'est-à-dire les parties en surface des antigènes? On voit ici un antigène avec deux épitopes différents, un rouge et un vert, et on voit ici qu'il y a un anticorps. Donc les épitopes, ce sont les parties de l'antigène qui sont reconnues par les anticorps. Et quand il y a plusieurs antigènes reconnus par plusieurs anticorps, les anticorps ensuite peuvent se relier entre eux pour former ce qu'on appelle des complexes antigènes-anticorps, qu'on appelle également des complexes immuns. On en parlera un petit peu plus tard, donc quand on verra les anticorps et leur rôle effecteur. Donc le rôle des épitopes sur les antigènes, donc là je vous ai dit qu'on allait redonner une définition plus complète d'un antigène. Un antigène, c'est une molécule qui est reconnue par le système immunitaire et qui est capable de déclencher une réaction immunitaire. Donc ça peut être des micro-organismes, un virus, des bactéries, ça peut être des substances chimiques comme des allergènes, mais aussi des cellules entières comme des cellules cancéreuses ou des cellules vieillies ou trop âgées. Maintenant, qu'est-ce qu'un épitope? Alors un épitope, on peut aussi l'appeler déterminant antigénique. C'est la zone de l'antigène qui est responsable de deux choses, du déclenchement de la réponse immunitaire, on parle alors d'immunogénicité, et également de la liaison avec les effecteurs qui assurent la destruction de l'antigène. C'est ce qu'on appelle l'antigénicité. Alors vous avez ici sur le document 5 quelques exemples d'antigènes. On a ici des antigènes donc sous deux formes. Ici, on a les antigènes solubles à droite, donc ce sont des protéines ou des polyosines, donc des toxines sécrétées par les cellules ou micro-organismes. Et on a les antigènes particulières ici, notamment comme des bactéries, des virus, des levures, cellules du greffon, etc., qui sont en fait des protéines ou des polyosides fixées sur la surface des cellules ou des micro-organismes.
Selon leur provenance, les antigènes sont donc exogènes, on l'a déjà vu quand on a parlé de non-soi, ils proviennent donc du milieu extérieur, ils représentent la grande majorité des antigènes, mais ils peuvent avoir également une provenance endogène, c'est-à-dire qu'ils sont issus de la modification de cellules du soi. On a déjà parlé donc des cellules cancéreuses ou de cellules infectées par un virus. Dans ce cas-là, on parle de soi modifié. Voilà, on a terminé donc la première vidéo sur le chapitre 7.2, présentant les acteurs de l'immunité. Donc on a vu la notion du soi et du non-soi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut, de sélectionner la cloche pour avoir des notifications sur les nouvelles vidéos, et n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager à continuer à faire ces vidéos.